Parler de l'histoire de la pêche en baie de la Somme, c'est tirer sur un fil qui remonte à la nuit des temps. Dans ce pays, entre terre et mer, le temps ne se compte pas en années ou en siècles, mais en marées et en évolution du territoire que les marées laissent dans leur sillage. Au rythme des marées, les pêcheurs ont vu s'élever un oppidum gaulois, au Cap Ornu. Ils ont vu la fondation du village de Leuconas par les Grecs. Ils ont vu le moine Walric prêcher et faire des miracles. Ils ont pêché pour nourrir la flotte de Guillaume de Normandie avant de partir à la conquête de l'Angleterre. Ils ont suivi les pas de Jeanne d'Arc à travers la baie. Ils ont vu le fleuve se faire canaliser pour améliorer la navigation. Ils ont vu le train arriver avec sa cargaison de touristes. Ils ont suivi le chemin que le baliseur leur avait tracé et ils ont enfin vu, grain par grain, comment le sable s'est emparé de la baie, jusqu'à les en chasser et faire de la pêche un métier sans avenir. Jusqu'au début du XXe siècle, la pêche était un métier transmis oralement de père en fils. Chaque génération ajoutait un maillon à une chaîne qui remontait à la préhistoire de l'humanité. Au cours de tous ces siècles, le métier n'a guère connu de variations techniques significatives, pas plus que les conditions de vie des pêcheurs. Vivant toujours au bas de la pyramide sociale, les pêcheurs ont créé leur propre culture, un mélange de connaissances, d'expériences, de tragédies, de croyances et de traditions qui ont mijoté au fil des siècles dans la langue picarde. À l'aube du XXIe siècle, cette culture ancestrale est en train de disparaître sous nos yeux. Les derniers pêcheurs sont sur le dernier maillon, les témoins d'un monde qui ne reviendra jamais. Je suis né en 1945, à la fin de l'année 45. J'ai grandi tout doucement dans ce quartier des pêcheurs, le quartier du Courguin à Saint-Valery. J'ai été en mer dès mon plus jeune âge avec mon père. On était marqué vraisemblablement sur le fond par ça, et puis attiré par le métier que le père fait, quoi. Ce nom Montacine, ça provient d'un prisonnier espagnol qui a migré, qui a remonté à pied en tant que prisonnier et qui a travaillé pour le canal maritime qui vient d'Abbeville à Saint-Valery. Mon père était marin-pêcheur, mon grand-père était marin-pêcheur, mon arrière-grand-père était marin-pêcheur également. Donc il y a déjà au moins 3 générations de Montacines connues dans le Courguin de Saint-Valery qui étaient marins-pêcheurs. Olivier Becquet, natif du Tréport, ancien marin-pêcheur jusque capitaine de pêche sur des bateaux industriels, en ayant commencé la pêche artisanale ici au Tréport. J'ai commencé sur les petits bateaux. Tout gamin, on allait donner un coup de main sur les bateaux pour faire le nettoyage ou, voilà, du pont, ou voilà, débarquer, la pêche ou nettoyer le bateau, etc. Et je suis allé à l'école de pêche à Boulogne-sur-Mer. Eh bien, en fréquentant le port de Boulogne-sur-Mer, évidemment, j'y ai vu les bateaux et c'était une autre dimension. Et donc, j'ai cherché à faire différentes choses pour connaître les différentes technologies. L'école m'avait aussi fait voir des principes de navigation.
Il y avait une ouverture d'esprit qui s'est créée grâce à ce phénomène par rapport à ce que j'aurais dû connaître si j'étais resté ici, quoi. Et donc j'avais eu cette connaissance-là également. Donc je regardais un petit peu plus que je n'aurais pu regarder ce que j'aurais vu avec mon père. Donc à 14 ans et demi, je sors et je peux embarquer comme mousse sur un bateau. Et en sortant de l'école, comme j'étais bien classé, il y a un armateur qui se propose de m'embarquer. C'était l'armement Le Garec à Boulogne. On a travaillé dans la mer du Nord et puis jusque le long des côtes de Norvège. Quand il y a eu des conflits mondiaux, on a connu ça en Europe avec les 39-45, eh bien, il y a eu nécessité de construire une quantité de bateaux pour aller chercher le poisson dans la mer, pour nourrir les populations, puisque les fermes à terre, etc., énormément de structures étaient dévastées par les bombardements et compagnie, et il fallait trouver le moyen d'alimenter les populations, et on était très heureux d'avoir cette manne de produits alimentaire dans la mer en quantité suffisante parce que la pêche artisanale, on est soumis aux aléas des conditions météorologiques. Donc quand vous avez un hiver très venteux, et bien évidemment les petits bateaux, enfin les bateaux côtiers sont pénalisés parce qu'ils n'ont pas l'accès à la mer facilement ou en tout cas de manière sécurisée. On gagnait bien notre vie, il n'y avait rien à dire de ça. Mais c'était des gens, ils étaient tellement décontenancés quand il fallait s'arracher de la famille. Là, en plus, il y avait la fatigue, il y avait un rythme de travail qui était vraiment à user des hommes. Et je ne me suis pas vu dans cette position. Et donc, j'ai fini par arrêter et revenir à la pêche chez nous. Je reviens en 1962, j'embarque avec mon père. Alors il avait un petit bateau creux avec un moteur très faible, c'était un moteur de 22 chevaux. Et donc c'était un bateau de 8 mètres 50 de long. Et donc ce bateau, c'est lui-même qui l'avait fait construire. Il a nourri sa famille avec ce bateau, il a fait toujours la crevette grise et puis le hareng. On n'était qu'à deux. Et une troisième personne quand on faisait le hareng. Alors, lui, à ce moment-là, il est devenu pilote, parce qu'il savait que c'était quelque chose qui lui aurait apporté une meilleure retraite que la retraite de marin-pêcheur. Et c'était à la veille de tout ce qu'il allait se développer, c'est-à-dire la mécanisation qui allait exploser, les puissances dans les bateaux. Puisque avant c'était la voile, l'énergie du vent, mais les aléas météorologiques faisaient qu'il y en avait ou pas, ou trop, voilà, ou pas dans le bon sens. Donc l'orientation des vents, elle est hyper importante pour faire une navigation, bien entendu. Bien sûr, il y a eu la vapeur, les moteurs thermiques. Les conflits mondiaux qui ont amené une réflexion sur comment mettre en place par les techniques, les technologies, des engins qui soient de plus en plus efficaces dans la mortalité des gens. L'homme est assez impressionnant à ce niveau-là. Donc le développement des moteurs thermiques s'est accéléré et les moteurs ont été embarqués sur les navires. Ça a permis de mettre des motorisations de plus en plus importantes qui ont favorisé la traction des navires avec le dimensionnement des hélices, l'évolution dans le moyen de propulsion, la propulsion par elle-même. C'est un sujet qui est en perpétuelle réflexion aussi. Quand on était ici en navigation de proximité immédiate, la navigation, elle se faisait beaucoup avec l'oreille, c'est les bruits qui nous guidaient parfois quand il y avait de la brume. C'était le compas qu'on avait pris l'habitude d'avoir sous les yeux, c'était le compas de Doris qui nous permettait de nous diriger approximativement. Mais là, on découvrait qu'il y avait beaucoup plus de systèmes de navigation, plus simples, plus faciles, des moyens de communication dans les
petits bateaux, on n'avait jamais de moyens de commission. Là, on a eu des VHF, les GPS, on a eu tout un tas de choses. En rentrant du service national, parce que forcément j'étais appelé du contingent à mes 20 ans, il a fallu aller passer un an au service national. Alors bien sûr dans la marine nationale. Hein. Je reviens, je me suis retrouvé un peu dans le fonctionnariat parce qu'il y avait un problème avec le balisage. Le balisage de la baie de Somme n'était pas bien fait. On rentrait 300 caboteurs hein, à Saint-Valery. Alors donc il y avait toujours des soucis, il y avait des bateaux qui ne pouvaient pas rentrer ou on disait qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Et puis mon père qui avait pris la position de chef pilote, donc l'organisation du pilotage, donc il me propose de m'embarquer en tant que responsable du balisage sur le Somme 2, sur ce bateau baliseur. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment, voilà, le moment d'essayer de faire évoluer cette position. Alors j'ai un peu abandonné quoi, cette histoire de continuer la pêche. C'était en 1980 que je me suis remis à la pêche. J'ai fini par refaire ce métier-là après l'avoir abandonné temporairement. Parce qu'il y avait ça aussi derrière dans ma tête. Si jamais le fils, Fabrice, qui était déjà en train de grandir, et il avait une dizaine d'années, il était toujours avec son grand-père, donc on voyait qu'il était attiré lui aussi par ces métiers-là. Si jamais il fait ce métier, je préférerais l'avoir à former plutôt qu'il s'en aille se faire former chez quelqu'un d'autre. J'avais mis un peu d'argent de côté pour dire d'acheter un matériel, un bateau, et puis me mettre à mon compte. Alors ce bateau, je l'ai remis en état en 1 an et demi. J'ai vraiment reconditionné tout le bateau. Il avait vraiment besoin d'un vrai carénage, d'une remise en état. Il n'avait pas été bien entretenu. Mais c'était suffisant, à mon avis, pour moi, me remettre en route, quoi. Ce petit bateau en état que j'ai utilisé pendant 2 ans. Et très vite, je me suis aperçu qu'il fallait que je passe à l'échelle supérieure. Avec mon beau-frère, on avait décidé d'essayer de monter en commun cet investissement. Et donc on avait décidé de lancer la commande d'un bateau en polyester. Donc on sautait du bois, on se jetait dans du polyester, on se jetait vers une puissance de 150 chevaux, on se jetait, si vous voulez, avec un radar, un bateau de 10 mètres, 10 mètres 30. C'est toujours la pêche à la crevette, initialement celle que je connaissais le mieux, mais j'ai été voir sur Grand Fort Philippe, j'ai été voir la pêche en baie de Seine à la crevette grise, puisqu'il y avait des pêcheurs de crevettes grises qui venaient au Tréport et qui venaient chez nous pêcher la crevette grise. Moi je me suis dit, je ne me priverai pas d'aller chez eux un jour. D'autres l'ont fait dans le passé. C'est vrai qu'il y a des gens d'ici qui ont été navigués à Boulogne et qui ont été pêchés à Boulogne. C'est des gens d'ici aussi qui ont été navigués jusqu'au Havre et qui ont été pêchés du hareng dans la baie de Seine au Havre. Donc à l'époque, ils naviguaient aussi à la voile, avec un petit moteur parfois, mais voilà, dans des conditions bien autres que celles que j'avais moi. Hein. Donc moi, c'était relativement facile. C'était le sens de la marche, quoi. J'étais pas resté en arrière sur l'investissement, tel qu'il fallait le faire. Quand je fais un bateau comme ça, pour travailler ici, je fais un bateau avec un tirant d'eau réduit, ce qui nuisait à la puissance développée, mais je fais un bateau réduit parce que je veux vivre ici et que mais je sais très bien que la baie de Somme, je venais de sortir du balisage, je voyais bien l'état des chenaux, les difficultés qui étaient, d'après tout ce qu'on me disait de mes arrière-grands-parents, que j'avais entendu au fil du temps.
quand on regarde les cartes de Cassini, quand on regarde tout un tas d'anciens documents, on s'aperçoit de l'évolution morphologique. Voilà, ici, sur le Hourdel n'existait pas. À cet endroit-là, il n'y avait rien. Il y a eu une pointe de galets sur laquelle on a bâti des maisons 2 siècles après. Et l'entrée de la baie de Somme, c'était le Cap Ornu. Et l'entrée de la baie de Somme, c'était le Crotoy de l'autre côté. Évolution, transformation, changement perpétuel. C'est l'ordre du monde, c'est la règle de la nature. Dans cette dynamique, chaque grain de sable qui se dépose dans la baie de Somme prépare le terrain pour le suivant. L'ensablement est son destin inéluctable. Mais si l'évolution est la norme de la nature, l'accélération est synonyme d'humanité. Et son moteur est le progrès technique. Par leur effet sur le commerce, ces grandes réalisations techniques ont été le moteur économique de la région. Mais au fil des ans, leur impact sur l'environnement allait devenir irréversible. La construction d'un canal pour améliorer la navigation en 1835 a affaibli les eaux de la Somme, ce qui a empêché la force de son courant de chasser le sable déposé sur son lit. De son côté, en 1912, le chemin de fer de la Somme a été renforcé dans son passage sur la baie par une digue qui a remplacé l'ancienne palissade en bois. Celle-ci coupe la baie en deux, empêchant la marée de s'y engouffrer et réduisant sa superficie de 200 km² à seulement 70 km². D'autres interventions, comme la poldérisation ou encore la propagation de plantes invasives, ont également été des facteurs d'accélération de l'ensablement. Ainsi, grâce à l'intervention humaine, un processus qui aurait dû prendre des milliers d'années a été réalisé en moins d'un siècle. L'évolution, c'est aussi l'adaptation. Le phénomène de l'ensablement a permis le développement d'autres activités et de nouvelles opportunités pour l'économie. Pour la pêche, en revanche, il signifie la fin d'une époque. Pour les pêcheurs de la région, la seule façon de s'adapter est d'immigrer, de chercher de nouveaux ports. La nature a horreur du vide, donc les estuaires se bouchent, même phénomène sur étape. Les bateaux ont trouvé des difficultés à rentrer dans leur port. Tant qu'on a eu des navires de commerce sur le port de Saint-Valery-sur-Somme, ou d'Abbeville, il y a eu Abbeville aussi, c'était un port maritime, le chenal a été entretenu, il y avait une drague aspiratrice qui maintenait une cote de navigation intéressante pour que les navires, avec un tirant d'eau conséquent, puissent remonter jusqu'au port. Quand le port de Saint-Valery n'a plus été intéressant pour l'économie, voilà, eh bien c'est au détriment justement d'une vie d'estuaire sur tous les plans économiques. Le commerce, il a dû s'arrêter. On va dire que c'est dans les années 80, entre 80 et 85. Donc on voyait qu'il y avait ça qui se tramait, quoi. Et les plus grands bateaux, ils avaient déjà migré sur un peu le Tréport, sur un peu Dieppe, sur un peu tout ça. Les gens du Crotoy, avant d'aller migrer sur le Tréport, ils venaient toutes les marées de Morteau, quand il n'y avait pas les marais, les petites marées où il ne monte pas beaucoup d'eau, les bateaux du Crotoy, ils venaient ici, au Hourdel, et ils faisaient le tour de la baie pour reprendre leur bateau, pour aller en mer. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les navires qui fréquentaient le port du Crotoy, le port de Saint-Valery-sur-Somme, le port du Hourdel, eh bien, dès qu'ils avaient un tirant d'eau qui devenait gênant pour accéder au port, alors ils se sont habitués à rentrer au port le plus proche, qui est le Tréport, en Seine-Maritime, en Normandie certes, mais sinon c'était Boulogne-sur-Mer, ce qui est beaucoup plus loin, etc. Donc ils ont favorisé le port du Tréport.
Et nous, il y avait aussi la pêche tréportaise, donc il y a eu une cohabitation qui était un peu plus rude au démarrage de l'histoire. Maintenant, tout ça, les esprits se sont calmés, il y a une cohabitation sympathique, bien entendu, entre les populations de marins. Et ce qui a permis d'ailleurs de développer ce port du Tréport. On a à l'année 70 bateaux de pêche qui fréquentent le port du Tréport. Alors on a eu au début de cette histoire, on avait 2/3 de bateaux de la baie de Somme pour 1/3 du bateau du Tréport. Et maintenant on est à 50-50. On a des bateaux qui sont un petit peu ici et puis qui sont petits mais qui quand même vont jusqu'au Tréport. On ne peut même pas compter les 2 grands bateaux que Fabrice a parce que c'est quand même des bateaux qui font plus de 10 mètres. On a 6, 7 bateaux, ça dépend. Si on parle de la baie de Somme, on a ceux qui sont ici au Hourdel. Et je me dis mais c'est pas possible, c'est pas du tout ce qui était prévu. Il n'y a jamais personne qui a soupçonné que tous les travaux qui ont pu être faits, y compris le canal maritime entre Abbeville et Saint-Valery, y compris tous les renclôtures qui ont pu être faites partout, tout autour de la périphérie de la baie, eh bien, c'était quelque chose qui... C'est comme si on vous avait coupé les poumons au fur et à mesure, parce que c'était l'inspiration. Quand la baie inspirait, elle pouvait expirer aussi. Et donc elle pouvait souffler le sable qui allait nourrir la dune. Et quand on a cassé ce système-là, cette capacité de repousser les choses, on perd la productivité de la baie de Somme, le lien terre-mer, que nous n'avons plus. La transformation se fait progressivement. Derrière l'économie, c'est la culture qui disparaît lorsque la pêche disparaît. Une culture forgée au rythme des siècles et des marées, qui représente un immense patrimoine que les derniers héritiers cherchent à faire vivre pour qu'il reste dans la mémoire collective.